et bienvenue à notre cours. Là, et ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est vous montrer le syllabus. C'est la séance 3. La séance 3, on va voir faire la différence entre l'organisation privée et l'organisation publique. Ensuite, on verra ensemble les concepts essentiels en gestion. C'est une première partie. Et au prochain cours, on verra l'autre partie. D'accord? Donc, je commence avec les organisations privées et les organisations publiques. Hein? Vous savez qu'il y a une différence entre l'organisation privée et l'organisation publique. Les gens disent tout simplement l'organisation privée donne du service également, mais c'est une organisation qui a comme propriétaire des investisseurs. Et l'organisation privée, et l'organisation publique, c'est la communauté. OK? C'est l'État. OK? Donc, là, si nous regardons ensemble, si on essaie de regarder tout ça, et on va voir qu'il y a plusieurs propositions qui ont été faites au fil des temps. Il y a, et si on regarde l'organisation publique et l'organisation privée, d'abord, on dit que l'organisation publique est créée pour donner des services aux citoyens, des services aux citoyens, aux clients. L'organisation privée a pour objectif l'acquisition des profits. Mais c'est normal, lorsqu'on fait un investissement, on veut un retour sur son investissement, on veut faire de l'argent. Ça, c'est normal. Ce n'est pas une activité de bienfaisance, il faut le dire aussi. Mais l'organisation, il y a des différences entre les organisations publiques et les organisations privées qui ont été élaborées de plusieurs manières. OK? Il y a Wemsley et Zald qui ont construit des typologies, c'est-à-dire des types d'organisations, mais à partir des critères de propriété, c'est-à-dire qui sont les propriétaires de chacune de ces organisations et qui les financent. OK? Ça, c'est son point de vue, c'est le point de vue de Zald. Il y a Blow et Scott, c'est une autre classification qui est basée sur ceux qui profitent de l'organisation. Je peux vous poser la question à savoir qui, d'après vous, profite de l'organisation privée et qui profite de l'organisation publique. Et on peut parler de l'organisation publique, il faut parler de l'État encore. Mais qui influence la prise de décision. Il y a un spécialiste qui s'appelle Anthony Downs. Il a dit que la caractéristique distinctive d'une organisation publique est l'absence de marché commun ou de marché externe. Il n'y a pas de marché externe pour une organisation publique, parce que l'organisation publique n'est pas en compétition techniquement avec les organisations privées, par exemple. Une organisation, les organisations que vous voyez ici, par exemple, il y a plusieurs types d'organisations, mais par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, la direction des impôts ne sont pas en compétition avec les organisations privées en tant que telles. Ces trois points de vue-là, ce sont des points de vue vraiment qui sont éclairants, mais qui ne donnent pas une vue d'ensemble des différences qui existent entre les organisations publiques et les firmes ou les organisations privées. Il y a 3 chercheurs en administration publique qui ont obtenu des points de consensus. Okay? C'est Winnie, Bakoff et Levine. Ils ont obtenu 3 points principaux. 1, ils ont parlé des facteurs de l'environnement.
Ça veut dire, je vous donne un exemple, mais vous pouvez voir les autres, les contraintes légales, les influences politiques, mais la soumission aux lois du marché. Quand on a une organisation privée, cette organisation est soumise aux lois du marché parce qu'on rentre dans un marché, le marché est subdivisé en pourcentage même, ça dépend. Là, il y a la soumission aux lois du marché. Et pourtant, si on regarde l'organisation publique qui n'est pas soumise, l'organisation privée est soumise aux lois du marché. Et il y a d'autres éléments, comme je vous dis, les contraintes légales, les influences politiques. L'autre point de consensus, c'est les relations entre l'organisation et son environnement. Hein? Il y a des contraintes. Par exemple, une organisation privée n'a pas à payer les taxes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une contrainte et que les organisations publiques ils n'ont pas le choix, ils doivent faire leur patente, etc. Ensuite, je vous donne un autre exemple, les attentes du public, l'imputabilité. L'organisation publique est imputable envers l'État, envers nous-mêmes, mais pourtant l'organisation privée, l'organisation privée, c'est envers peut-être les actionnaires, ou s'il n'y a pas d'actionnaires, ils n'ont pas vraiment d'imputabilité, ils ne sont pas vraiment imputables à des gens, à eux-mêmes. Les structures et processus internes, la hiérarchie est différente dans une organisation publique ou l'organisation privée. Si on regarde la hiérarchie dans ces organisations-là, c'est complètement différent. Par exemple, les relations privées, on va parler de ministres public, excusez-moi, on va parler de ministres, directeurs généraux, etc. Mais l'organisation privée, on parle de conseil d'administration, on parle de PDG, on parle de DG adjoint ou les vice-présidents, etc. OK? Et puis, dans une organisation privée aussi, on parle des incitations à la motivation qui sont beaucoup plus alléchantes dans une organisation publique qu'une organisation privée. Et dans une organisation privée qu'une organisation publique. On est là, ça va pour tout le monde? OK? Donc, maintenant, nous commençons avec les concepts. Il y a la différence entre une entreprise et une organisation. L'entreprise, c'est l'action d'entreprendre. C'est une initiative, une action conduite de façon volontaire pour atteindre un but, pour atteindre un résultat. OK? Ça, c'est pour l'entreprise. L'organisation, on parle d'un groupe de personnes qui sont engagées. Le groupe est engagé dans des activités spécialisées, les activités interdépendantes, en vue d'atteindre un but ou de réaliser une mission commune. Okay? Donc, le ministère de l'Éducation nationale est une organisation, une firme est une organisation, les scouts sont des organisations. Et pourtant, un club de karaté, les reporters invités à une conférence de presse, une foule qui assiste à un match de football ne sont pas des organisations. D'accord? Le prochain concept, c'est l'institution. L'institution, c'est l'action d'instituer. L'institution, c'est une maison d'éducation. Hein? C'est des structures qui sont organisées socialement par la loi ou par la coutume. OK? Maison d'éducation, c'est une institution. OK? Association, c'est le fait de s'associer dans un intérêt commun. On parle d'association de gens qui se mettent ensemble pour un intérêt. OK? C'est l'action de s'associer. L'association, une association de jeunes, hein, on s'associe dans un intérêt
qui n'est pas nécessairement une organisation ni une entreprise. Est-ce qu'on est là? Ça va pour tout le monde? C'est l'union des choses ou de personnes. Un entrepreneur et un dirigeant. Lorsqu'on commence, habituellement, on commence par l'entrepreneuriat. Ouais. Et lorsque l'entreprise grandit, on n'a pas le choix d'embaucher des gens qui vont nous aider à diriger l'entreprise. Ils vont être des dirigeants. Ça va pour tout le monde? Un entrepreneur, il a une jolie idée de créer une nouvelle affaire. Il rassemble toutes les ressources pour démarrer, pour faire croître jusqu'au point où il faut étoffer l'organisation en embauchant des hommes et des femmes. OK? L'entrepreneur, il a l'idée, il rassemble les ressources et il avance. Et pour mettre l'entreprise à un niveau, là, après, il va faire appel à des dirigeants. Est-ce qu'on est là? Dirigeant. Le dirigeant est embauché habituellement par l'entrepreneur. Le dirigeant va s'occuper de gérer l'entreprise. Donc, les fonctions de gestion. Les fonctions fondamentales de gestion, c'est la planification, l'organisation. C'est faire du management, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. C'est la raison pour laquelle on associe traditionnellement le concept de dirigeant avec les organisations de moyenne ou de grande taille, tandis que le concept d'entreprise avec les petites organisations. Actionnaire, c'est vraiment c'est un titre de propriétaire de l'entreprise. C'est un titre qui est conféré, aux personnes. On parle d'un titre de propriétaire. Hein, il est le propriétaire de l'entreprise, conféré à celui qui contribue au capital action de la dite entreprise. On parle d'un entrepreneur. Hein, on parle des entreprises qui ont des actions, bien sûr. Hein, on parle de celui qui contribue, on parle de cette personne-là contribue au capital action. Hein, ça veut dire, si on parle d'une personne qui contribue au capital action, on dit que cette personne-là est un actionnaire. Il est un actionnaire. Il contribue au capital action de vraiment cette entreprise. J'avance tranquillement pour vous, pour que vous puissiez voir tout ça. Là. OK? Ça, c'est l'actionnaire. Et j'arrive ici et je vous parle on a parlé d'actionnaire maintenant. Maintenant, je vais vous parler tout de suite d'une théorie que nous appelons la théorie classique. La théorie classique, c'est la première théorie en gestion, chers amis. C'est une théorie qui voit l'organisation d'une façon qui dit qu'il y a une meilleure façon de faire de la gestion. C'est la théorie du One Best Way, théorie qui privilégie les aspects formels des organisations. C'est une théorie qui énonce des principes de gestion, d'agencement et de gestion. C'est cette théorie-là, excusez-moi, que nous appelons le One Best Way, c'est-à-dire la meilleure façon de faire de la gestion, mais vous allez voir qu'il n'existe pas de meilleure façon de faire de la gestion. La bureaucratie, c'est un type d'organisation qui est caractérisé par une hiérarchie claire de l'autorité. Dans une bureaucratie, la hiérarchie est claire.
les tâches sont spécialisées, spécialisation des tâches, et vraiment, on fonctionne dans une bureaucratie, on fonctionne à base de règles, on fonctionne à base de procédures. OK? Weber fut le premier qui a introduit ce terme de bureaucratie. C'est Weber qui a parlé vraiment de bureaucratie. D'accord? Donc, c'est une organisation qui fonctionne à base de règles, à base de procédures. Fonctionnaliste, et c'est, on dit, c'est une vision des organisations comme des réalités concrètes. Là, on regarde l'organisation comme les sciences naturelles. Ça veut dire tout est concret, tout fonctionne bien, ce qui n'est pas vrai. OK? L'autre théorie, c'est la théorie critique qui nous dit que tout fonctionne mal. On dit c'est un courant qui s'oppose au paradigme fonctionnaliste qui tend à considérer l'organisation comme un système de coopération. C'est ça, c'est le paradigme fonctionnaliste qui nous dit que tout fonctionne bien. Mais pour les gens du courant critique, l'organisation est essentiellement vue comme un lieu d'affrontement et de conflit. La théorie de la contingence. Dans contingence, on voit situation, ça c'est important, on parle de situation, et dans contingence, c'est pour cette raison on parle de contingent militaire, c'est on met des militaires ensemble pour une situation donnée. C'est cette même théorie que nous appelons la théorie situationnelle. OK? C'est des travaux qui exposent une conception relativiste de la structuration des organisations et qui s'oppose à l'idée de principe universel qui a été exposée par la théorie classique. OK? Donc, contingence, ça nous dit qu'il y a un type de management à adopter dans un environnement pour une stratégie ou une situation donnée. C'est une conception relativiste, ça veut dire tout est relatif à la structuration de l'organisation. Pour chaque structure, il y a une façon de fonctionner, ce qui est différent de la théorie classique qui nous disait qu'il y avait un one best way. La théorie de la contingence nous dit it all depends. Ça dépend de la situation. L'autorité, c'est le droit de commander. C'est l'autorité, c'est l'utilisation légitime du pouvoir. Hein? Et le pouvoir, c'est la capacité de faire, la capacité d'édicter les règles. Hein? Ce serait bien de mettre ça, c'est la capacité d'édicter les règles. Hein? Et pour le pouvoir, c'est le droit de commander, le droit de commander, hein, c'est la capacité d'édicter les règles pour le pouvoir. D'accord? Pour la capacité de faire. Conseil d'administration, c'est le board. Hein? Là, le conseil d'administration, si on regarde ce qui se passe, on peut voir le conseil contrôle l'action des dirigeants. Le conseil, c'est un rôle de supervision, contrôle l'action des dirigeants. Le conseil a un rôle stratégique aussi, contribue à l'élaboration de la stratégie. Le conseil décide des règles de fonctionnement et du mode de contrôle de l'entreprise. C'est un rôle de leadership. Et c'est le conseil qui nomme le PDG. D'accord? Voilà. Contrôle l'action des dirigeants, contribue à l'élaboration de la stratégie, décide des règles de fonctionnement. C'est le conseil qui nomme le PDG. D'accord pour tout le monde? OK. Le PDG, c'est le président-directeur général. Il a deux postes. Il est président du conseil d'administration et il est directeur général aussi. Ça veut dire qu'il gère l'entreprise. Mais lorsque c'est une grande entreprise, il partage son poste avec d'autres directeurs généraux. Il peut avoir deux directeurs généraux, directeur général adjoint, et il partage son poste. Donc, il est président du conseil, il est aussi directeur.
Dans une petite entreprise, il n'y aura pas de directeur général parce que c'est lui qui va jouer le rôle de directeur général. Et dans des grandes entreprises, on partage le poste avec d'autres personnes qui vont être des directeurs généraux. D'accord? Directeur général, il est à la charge de la gestion du jour le jour de l'entreprise. OK, on appelle ça, comme pour le PDG c'est le CEO, Chief Executive Officer. Le directeur général, c'est le COO. Le PDG, on l'appelle également Chairman. Le directeur général, c'est le Chief Operating Officer. Paradigme, c'est une vision commune de l'organisation, une façon de voir l'organisation. C'est une vision commune, un modèle d'organisation, un modèle qui est partagé par un groupe de scientifiques. Mais lorsqu'on applique ce concept à l'organisation, on peut le substituer au pouvoir. D'accord? La culture d'entreprise, culture, ce sont les mœurs, c'est un apprentissage accumulé. On parle des croyances, on parle des comportements qui sont considérés dans l'organisation comme les bonnes façons de traiter les problèmes. OK? Culture d'entreprise, c'est les comportements qui définissent l'identité d'une organisation. OK? Lorsqu'on dit exemple, on dit que les constructeurs de Silicon Valley c'est la place où l'on fabrique les pièces d'ordinateur, on dit que ces gens-là ont la même culture, ils fonctionnent avec les mêmes mœurs, les mêmes façons de fonctionner. OK? Et il y a d'autres entreprises internationales qui fonctionnent comme ça. Parce que la culture, c'est un élément fondamental. Par exemple, chez Levi's, on a instauré un jour semaine Levi's pendant lequel l'ensemble du personnel, du président au magasinier, porte les vêtements Levi's. OK? On veut instaurer une culture, une façon de faire. OK? Ça va pour tout le monde? La structure, lorsqu'on parle de structure, on parle d'organisation. C'est la façon dont l'entreprise est organisée, structurée, mode d'agencement. Les principes, on voit la division du travail. Ça permet l'accomplissement coordonné des activités. Et c'est ça, c'est la structure, c'est le mode d'agencement. Comment l'entreprise est agencée, comment l'entreprise est organisée. OK? Finalement, on parle d'organigramme. Dans organigramme, vous allez voir, c'est le partage des tâches, la représentation formelle des responsabilités au sein d'une organisation. Maintenant, on parle d'une séparation technique, on voit aussi le positionnement des membres de l'entreprise sur une échelle hiérarchique et je peux vous dire tout simplement, dans organigramme, et je peux vous dire que organigramme, c'est organi, on voit organisation et puis gramme, grammo même, c'est dessin. En résumé, l'organigramme, c'est le dessin de l'organisation. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.